Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Tout de suite, les titres. Le circuit de distribution est l'un des maillons faibles qui freine la valorisation des produits transformés localement. Qu'est-ce qui coince? AgriTV vous apporte quelques réponses. La mécanisation agricole, une réalité qui se rapproche progressivement des Camerounais. Nous vous emmenons à la rencontre de ces machines au service de l'agriculture. Du bâton de manioc dans les étagères de grande surface, c'est désormais effectif. Nous irons à la découverte de jeunes Camerounais qui ont décidé d'industrialiser la production de semets. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Tout de suite, les développements. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à AgriTV. Bienvenue au journal. Le symposium sur les produits agricoles Made in Africa est rentré en gare ce week-end. Il se tenait à Yaoundé. Pendant 3 jours, près de 400 participants venus des 4 coins d'Afrique ont échangé sur les manières de rendre plus fort le label Made in Africa. Plus de détails avec ce reportage que signe Joël Lifon. Au terme de 2 jours de travaux de réflexion et d'échange sur la promotion du Made in Africa dans les circuits de distribution classiques, que retenir? Seulement comblé, parce que le symposium avait pour objectif de nous donner les munitions pour un plaidoyer en faveur des produits locaux. Les différents acteurs multisectoriels à cette occasion ont abordé, entre autres, les contraintes liées à la valorisation des produits locaux et les voies et moyens leur permettant une meilleure visibilité. Nous avons senti qu'il y a un élan par la suite de ce symposium, que c'était un challenge pour faire un état de lieu de ce qui a été déjà fait pour que nos produits locaux puissent booster à l'international. Des recommandations en direction des différents dépositaires d'enjeux ont été dégagées en vue de voir des actions concrètes prendre corps. Nous avons des résolutions qui vont dans le sens d'un plaidoyer qui touchera les producteurs, d'un plaidoyer vers l'État, d'un plaidoyer vers les commerçants, même vers les consommateurs. Je pense que toute la matière dont nous souhaitons avoir, on les a eues. Donc pour nous, le symposium a été un succès à 100%. Espérons donc que ces campagnes de plaidoyer et leur mise en application trouveront un écho favorable auprès des décideurs. Nous restons dans la même mouvance, mais cette fois pour parler d'un problème qui bloque l'émergence du label Made in Africa. Le circuit de distribution est en effet le problème qui empêche les produits des Africains d'évoluer en dehors comme hors du continent. Qu'est-ce qui bloque? Et surtout, quelles peuvent être les solutions? Joël Lifon. Les canaux de distribution des produits agroalimentaires en Afrique et au Cameroun sont généralement courts, à savoir producteurs-consommateurs ou producteurs-vendeurs-consommateurs. Quels sont les facteurs qui empêchent la meilleure structuration du circuit de distribution de ces produits? Il se pose donc très souvent le problème de normes. Est-ce que nous avons franchi les étapes qui permettent de certifier qu'un produit est de bonne qualité et il n'est pas nuisible à la santé, ainsi de suite. Donc, il y a tout ça qui sont déjà quelques freins. La deuxième chose qu'on peut remarquer comme frein à la distribution, c'est l'inondation de notre marché par des produits qui viennent d'ailleurs. Les grands supermarchés qui viennent chez nous ne viennent pas pour commercialiser prioritairement nos produits. Ils ont déjà leur circuit d'approvisionnement qui sont huilés. Cette réalité suscite des interrogations sur l'adéquation de modèles de distribution de l'Occident aux besoins des consommateurs en Afrique et au Cameroun, ce qui constitue l'un des ventres mous de la chaîne de valeur des produits agricoles locaux. Le manque d'une agence de promotion des produits locaux. Nous avons beaucoup de ministères où chacun fait son petit morceau d'un côté à l'autre, mais véritablement de manière cohérente et concentrée pour s'occuper de promouvoir l'émergence des produits locaux camerounais. Au regard de ces facteurs limitant la visibilité et la valorisation de ces produits, que faire pour améliorer la situation? Il faut que les acteurs eux-mêmes mutualisent leurs efforts, il faut que le gouvernement fasse sa part et il faut que la pensée aussi, c'est pour ça que nous sommes à l'UCAC, que l'université également réfléchisse pour aider à huiler, à mettre en place les stratégies qui permettent d'avoir de bons résultats. C'est donc un énorme défi à relever face à cette bourrasque qu'est la mondialisation, une menace à laquelle nos produits agricoles transformés ou pas doivent opposer une résistance farouche.
Le bâton de manioc version Android au Cameroun, c'est désormais disponible. Ceci est l'œuvre de jeunes Camerounais qui ont décidé de produire ce mets de façon particulière pour le mettre à disposition des grandes surfaces et autres commerces. William Bangonier les a rencontrés pour vous. Le bâton de manioc version améliorée, c'est possible au Cameroun. Ce groupe de jeunes a décidé de faire passer ce produit de cette forme à cette autre forme. La confection de Bobolo, comme l'appellent les enfants, dans sa version Android, permet de garantir sa disponibilité dans des packages similaires à des produits de pharmacie et même de grandes surfaces. Pour arriver à ce résultat, une série d'observations a été faite. C'est alors que se lancer dans cette activité de production tant soit peu moderne et nécessite une logique constructive pour ces acteurs. Après le broyage c'est dans la machine, le moulin. Après le broyage, on fait le défibrage. Il y a une machine communément pour le défibrage, mais étant donné que nous sommes encore dans l'activité artisanale, nous sommes dans les débuts, nous n'avons pas encore les équipements adéquats. Nous le faisons d'une manière traditionnelle. Ce défibrage se fait avec le panier, un tamis dans une bassine et vous tournez la pâte jusqu'à ce que vous recueillez ces fibres-là, les fibres qui ne sont pas tout à fait alimentaires en fait. Après le défibrage, on va laisser la pâte se reposer et se dégivrer, c'est-à-dire elle va aller jusqu'au fond. Après ce processus, maintenant, on va retirer cette eau, l'insérer dans les sacs et passer au niveau de l'égouttage. Après l'égouttage, donc, nous allons passer, après l'égouttage, oui, la pâte sera maintenant homogène et assez compacte. Maintenant, il va falloir donc la défibrer, la pétrir pour lui donner un caractère homogène et élastique. C'est-à-dire qu'il faut que la base soit élastique. Après le pétrissage, nous allons passer au moulage. Le moulage consiste à donner la forme aux barres de manioc qui sont en forme rectangulaire, des petits carrés d'à peu près 8 cm en forme rectangulaire. Et après ce moulage, le moulage d'abord, on va d'abord le faire dans des moules qui sont d'abord badigeonnés de beurre pour faciliter le démoulage. Donc après dans ce travail, nous allons donc passer à l'atelier de cuisson. Si le produit est amélioré dans sa qualité, sa présentation et même du point de vue de la sécurité de ses consommateurs, la méthode de cuisson, elle, reste traditionnelle. Les moules sont introduits dans une casserole de grand-mère au fond noir qui pendant plus d'une heure recevra la chaleur de ce feu de bois qui viendra cuire ces cubes de manioc. Après cette cuisson, la barre de manioc élastique est prête à être dégustée. Même si avant, elle doit passer par l'étape de la pasteurisation, non sans être assurée de la régularité de ces figures géométriques comestibles. Fort de cette initiative de ces acteurs juvéniles, l'un d'eux en profite pour faire passer un message qui va contribuer à mieux considérer l'image de la population jeune. Si nous pouvons, nous les jeunes Camerounais qui sommes considérés comme des paresseux, comme des buveurs de bière et tout ça, si nous pouvons participer, mettre la main à la pâte à ce projet naissant qui va permettre à ce pays d'avoir une vue un peu plus jolie, c'est-à-dire nous voulons donc montrer au monde, pas seulement au Cameroun, au monde que la jeunesse camerounaise est capable de réaliser certaines choses, de promouvoir des actes et de poser des actes tellement positifs et tellement ingénieux. Le bâton de manioc en format rectangulaire, c'est la preuve même de l'ingéniosité des jeunes Camerounais. Même si, comme le bâton de manioc traditionnel qui a su s'accompagner de sa fou, les cubes de manioc, eux, cherchent encore consommateurs et accompagnement. Alterner les cultures dans un champ, nos parents pratiquaient cette méthode il y a bien des années. Seulement, avec l'arrivée des cultures de rente qui ont un long cycle de vie, beaucoup de cultivateurs tendent à abandonner cette méthode qui pourtant est bénéfique pour le sol. Les avantages de la rotation des cultures dans l'élément qui va suivre. En agriculture, la rotation culturelle est un élément important de la gestion de la fertilité des sols et des bioagresseurs. C'est également un atout pour l'augmentation des rendements. La rotation des cultures est la suite des cultures échelonnées au fil des années sur une même parcelle. De fait, on parle de rotation culturelle lorsque la même succession de cultures se reproduit dans le temps en cycle régulier. On peut ainsi avoir des rotations biennales, triennales ou plus. Pour un agriculteur, la rotation des cultures a plusieurs avantages. Cette pratique permet en effet de rompre le cycle vital des organismes nuisibles aux cultures qui sont très souvent spécifiques. Grâce aux systèmes racinaires différents, le profil du sol est mieux exploité lorsqu'on pratique l'agriculture rotée. Ceci se traduit par une amélioration des caractéristiques physiques du sol et notamment de sa structure. En limitant le compactage et la dégradation des sols, la rotation culturelle permet aussi de réduire le travail de ce dernier. De plus, l'alimentation hydrique et la capacité d'exploration des racines dans le sol où les cultures sont implantées sont aussi améliorées. La succession de plantes de familles différentes et de périodes de croissance différentes permet de rompre le cycle de certaines plantes indésirables.
La rotation culturelle a un effet positif sur l'activité biologique du sol et la nutrition des plantes. Un autre avantage de cette pratique peut être une meilleure répartition de la charge de travail lors de l'introduction de la jachère dans la rotation. C'est également un bon moyen de diversifier les cultures à travers l'introduction de plantes intermédiaires. Pour un agriculteur, le choix des cultures pour la rotation doit se faire en fonction des besoins, mais surtout des objectifs. Il faut aussi tenir compte des pratiques culturales. C'est donc une pratique qui recèle de nombreux avantages et que chacun devrait maîtriser pour protéger l'écosystème et aussi garantir une bonne productivité. La transformation et la motorisation agricole interpellent davantage les acteurs de ce secteur. De plus en plus, on est conscient que motoriser l'agriculture permet d'obtenir de meilleurs rendements. C'est une réalité à laquelle les Camerounais s'habituent progressivement, comme vous le démontre dans ce reportage William Bangonien. La motorisation de l'agriculture, qui pendant longtemps a été pour les Camerounais une vue de l'esprit, est désormais une réalité. Les machines de l'activité agricole ont déjà une place importante dans le paysage de notre société. Entre semoirs et laboureurs, il y a dès à présent de quoi faire de l'agriculture une partie de plaisir, du fait de la difficulté quasiment supprimée. Plus besoin d'hésitation, le travail de la terre ne sera plus une corvée. Ici, c'est une charrue à disque, charrue à S. Ça, il est utilisé aussi sur le tracteur pour labourer le champ. Et de l'autre côté, c'est une charrue à disque. On utilise aussi ça, on attache ça sur le tracteur donc pour faire les sillons. Au Cameroun, la production n'est pas seule préoccupation de ce domaine. Après avoir produit, il faut transformer pour pouvoir consommer. Pour mécaniser et pour augmenter la productivité de l'agriculture en Afrique et au Cameroun, nous avons des machines pour travailler le champ. Nous avons les machines pour transformer les produits du champ. Donc, tout le rêve de Campo Equipment est d'amener les agriculteurs à comprendre la différence entre l'agriculture traditionnelle et l'agriculture mécanisée. La transformation interpelle tellement que les machines concernant celles-ci sont disponibles pour des besoins des utilisateurs selon les quantités de production. Nous avons aussi un pressoir à huile, mais ici maintenant elle est manuelle. Donc pour les gens peut-être qui ont de petites vraiment peut-être que production, ça peut les permettre aussi peut-être que bon de prendre cette machine en cherchant peut-être que un bon fer ou peut-être que un bon bois pour déjà peut-être que insérer sur ici. Et ça les permet aussi vraiment peut-être de presser leur huile en posant aussi peut-être que chez eux, bon, là où il peut déjà mettre ça à son choix, oui, ça peut aussi l'aider vraiment à faire son travail. Il ne s'agit peut-être pas d'industrie et pour les adhérents de cette nouvelle habitude, les masses importantes de la production qu'offre la motorisation agricole imposent des préoccupations qui permettent de minimiser les pertes, toujours grâce à l'acquisition des machines. Et pour transporter tout ce qui récolte des champs pour le marché ou bien des champs pour la maison. Donc ça c'est une tricycle qui baigne. Donc on a deux sortes de tricycles ici. L'autre ici, c'est 1,5 tonne, ça porte 1,5 tonne. Et il y a l'autre derrière nous qu'on va regarder tout à l'heure qui porte 2,5 tonnes. Donc ça aide aussi les agriculteurs pour transporter tout ce qu'ils ont. Si le développement économique du Cameroun passe par l'agriculture, le respect de l'équilibre des domaines de la production, de la transformation effective seront des principaux facteurs de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Parmi les métiers du secteur agropastoral, celui de pisciculteur recèle encore beaucoup de mystères pour les Camerounais. Pourtant, l'activité se développe de plus en plus dans le pays et bientôt même, le poisson produit par ses producteurs pourra rivaliser avec les importations de poissons surgelés. Pour en savoir plus sur le métier de pisciculteur, je vous invite à suivre ce reportage. La première chose à savoir au sujet du métier de pisciculteur, c'est qu'il s'agit d'un engagement à plein temps. Cette partie de l'élevage qui se consacre aux poissons demande une attention extraordinaire de la construction de l'étang jusqu'au suivi des animaux. C'est la raison pour laquelle ce métier est tout un mode de vie. La contrainte déjà, c'est de nourrir le poisson. Vous voyez, si je viens le matin à 8 h ou bien parce qu'il faut attendre qu'il y ait un peu de soleil.
Si je viens à 8 h, je ne peux plus aller au bureau. Il faut aller se déshabiller, il faut remettre la tenue, et ainsi de suite. Il faut revenir à midi. Et comme je vous l'ai dit, les poissons devraient s'habituer à quelqu'un. Donc tant que je suis seul, tant que je n'ai pas de personnel, je dois personnellement venir. Je ne peux pas en même temps être au bureau et ici. Un pisciculteur est un éleveur certes, mais qui se spécialise dans les poissons. Ce métier se développe aujourd'hui suite à la raréfaction de certaines espèces, mais aussi la nécessité de produire davantage de poissons face à une demande qui augmente. Si aujourd'hui il y a des écoles qui forment en pisciculture, il faut au départ éprouver une réelle passion pour se lancer et surtout s'armer de patience. Heureusement aujourd'hui le marché est porteur et le gouvernement accompagne les acteurs. C'est un secteur porteur, c'est-à-dire que dans un premier temps c'était un passe-temps. C'était un passe-temps, c'est quelque chose qu'on faisait pour s'amuser. Mais en causant avec les conseils des professionnels, je peux prendre la délégation départementale, et on m'a convaincu qu'on peut transformer ce hobby, cet amusement, en quelque chose de lucratif. Oui. La pisciculture demande un travail de longue haleine dont les efforts mettent du temps à être récompensés. Avant de se lancer, il vaudrait mieux se rapprocher des autorités compétentes pour s'informer suffisamment. Cependant, de prime abord, tout bon pisciculteur doit savoir quelques règles concernant les difficultés du métier. Donc nous avons le problème d'intrants. Les intrants, c'est-à-dire l'alevin, c'est-à-dire l'aliment. Parce que localement, on n'en trouve pas. Localement, il nous arrive d'importer même l'alevin. Aussi, vous savez que le premier prédateur, c'est l'homme. Donc, puisque les poissons sont domestiques, il arrive que les gens viennent l'épuiser quand ils sont pas là, qu'ils jettent l'aliment. Donc, c'est un problème de prédation. La prédation qui est d'abord humaine et puis animale. Parce qu'il y a diverses espèces d'animaux qui se nourrissent de poissons. Et sachant qu'il y en a ici, ils élisent domicile tout autour. Le pisciculteur supervise la reproduction des espèces. Il gère la croissance des poissons et veille aussi à leur alimentation. Il lui faut en permanence surveiller la qualité de l'eau afin d'éviter les parasites. Évidemment, pour devenir pisciculteur, il ne faut pas avoir peur de l'eau, qui est le principal milieu de travail. Avec la demande croissante, le marché du poisson s'avère porteur pour les années à venir. De quoi encourager plusieurs à se lancer, le retour sur investissement étant quasiment garanti. Les Camerounais leur fait comprendre que ce n'est pas une activité ludique. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire nécessairement de façon accessoire. Ce n'est pas une activité pour recruter. Il y a des jeunes qui peuvent baser leur existence sur la production du poisson. Ça peut faire vivre son homme. Donc moi je me dis que c'est une activité que les gens devraient commencer à prendre un peu plus au sérieux. Je voudrais que plus de monde nous rejoigne et que les partenaires, ceux qui ont de l'argent, sachent qu'en mettant de l'argent dans la pisciculture, on peut avoir un effet retour. Que ce soit pour la consommation personnelle ou pour une exploitation commerciale, le métier de pisciculteur a de beaux jours devant lui. En effet, il semble combler toujours les attentes de ceux qui travaillent sans relâche. Alors, s'il vous intéresse, il ne vous reste plus qu'à vous lancer. L'irrigation, cette technique qui permet de drainer les eaux pour les amener dans les plantations, semble ne pas encore être acquise par les Camerounais. Est-ce un problème d'information, un problème de volonté? William Bangonier a posé la question à quelques Camerounais. Voici leur réponse. L'irrigation, c'est une méthode pratiquée qui se pratique au niveau des zones là où il y a de l'eau, là où il y a les lacs, les fleuves. Et je pense qu'elle est une bonne méthode parce qu'elle permet, à des zones qui n'ont pas des zones pas très rapprochées des lacs d'eau, d'en profiter de cela. Bon, l'irrigation, c'est une méthode d'arrosage d'une plantation par l'intermédiaire d'un fleuve. En fait, ça consiste simplement à arroser tout un champ à l'aide d'un fleuve en creusant quelques petits canaux. Bon, je trouve que c'est une bonne méthode, surtout pour les zones qui n'ont pas d'accès facile au fleuve. Je ne connais pas. Bon, l'irrigation, c'est un bon
c'est un bon truc pour les jeunes. Un bon métier pour les jeunes. C'est ça qui permet un peu, qui enlève un peu le taux du chômage au Cameroun. Donc en termes de ça, moi je vois que c'est un bon truc. Ça nous permet un peu d'évoluer quoi. Et j'aimerais que ça continue ainsi. L'irrigation est une opération, une méthode qui consiste à apporter de façon artificielle de l'eau des ruisseaux, des rigoles vers des plantes qui sont déjà cultivées. C'est une méthode très appropriée, surtout dans les zones arides où il y a une forte baisse de pluie. C'est en cela que l'irrigation est importante et nécessaire. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal réalisé avec l'aide de l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et surtout, bon début de semaine. N'oubliez pas de retrouver nos programmes sur notre chaîne YouTube.